Aujourd'hui dans Mythbuster, préparez-vous à être secoué comme un cocktail dans un shaker dans notre spécial James Bond. Trop cool! Il va y avoir des gadgets, des armes et des courses-poursuites. Nos testeurs de mythes vont vérifier si la montre magnétique de Bond peut vraiment faire dévier une balle. Carrie, Tori et Grant vont quant à eux concocter un plan diabolique. Qui a l'impression d'être un génie du mal. Pour mettre à l'épreuve le mythe selon lequel une balle tirée par Bond peut enflammer une bonbonne de propane. Enfin, Jamie et Adam pourront-ils effectuer le saut spectaculaire de l'agence 007 sans mettre en pièces leur hors-bord? Oh la vache! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je suis le méchant baron Von Savage. et Jamie Heineman. Moche. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Lève-toi et marche. À leur côté, Grant Imahara, L'arme sera l'arbalète. Tori Belleci Ça devient dangereux. Et c'est ça qui nous plaît. et Carrie Byron. C'est dingue. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, Là, je sens la pression. ils les mettent à l'épreuve. James, j'ai peur. J'ai un mauvais pressentiment. Tu as raison d'avoir peur, ma belle. Moi, le baron Von Savage, j'ai concocté une série de tests diaboliques pour ton ami Empingouinet et toi. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'heure de notre Mythbuster spécial James Bond. Pas cette fois, baron. Nine? Mon nom est Heineman. James Heineman. Servez-vous un dry martini au shaker et ressortez votre smoking, car vous regardez le spécial James Bond. On commence tout de suite avec un mythe 007 intemporel. Qu'est-ce que vous me réservez? Ah! Même moi, je suis surpris de votre naïveté. D'après votre ami Q, cette montre à votre poignet peut générer un champ magnétique intense qui est censé pouvoir faire dévier une balle. Je compte tester ça en conditions réelles. Dans ce cas, il vaut mieux que ça marche. Je l'espère pour vous. La scène est exposée dans leur storyboard d'agents secrets. Q donne la montre à Bond dans Vivre et laisser mourir. Ayant l'aspect d'une montre ordinaire, elle crée un champ magnétique intense quand Bond l'allume. Et bien que ça n'apparaisse pas dans le film, James Bond prétend qu'il est assez puissant pour faire dévier une balle. Comment on va tester ça, baron? On va commencer par aller dans mon QG souterrain. Et tu comptes parler comme ça pendant toute l'émission? Non, je peux pas. Je fais une pause, ça me détruit la voix. Je pense qu'on n'aura pas de mal à trouver un électroaimant assez petit pour tenir dans cette montre. On le met en route, on se trouve un stand de tir et une arme, et on voit ce que ça donne. Tout mythe impliquant un aimant rend Jamie heureux. Il a ce qu'on pourrait appeler une collection assez considérable. S'il vous faut un aimant, je suis votre homme. J'en ai de toutes les tailles et de toutes les formes. J'en ai même qui n'existent que chez moi. Dans un épisode précédent, Jamie s'est servi d'aimants très puissants pour escalader une conduite d'aération. Mais cette fois, il lui faut une autre sorte d'aimant. Ah, voilà. Un électroaimant. Un électroaimant est une bobine de cuivre enroulée autour d'un noyau d'acier, parcouru par un courant électrique, ce qui produit un champ électrique, alors qu'un aimant normal est magnétique en permanence. Autre avantage, on peut allumer et éteindre un électroaimant à volonté. Jamie vient de trouver celui qu'il lui faut pour son test. J'ai l'électroaimant parfait. C'est la bonne taille et la bonne forme. Je vais le mettre dans cette montre, qui est une réplique exacte de la montre électromagnétique de Vivre et laisser mourir. Jamie augmente la puissance de son aimant. Avec un voltage 5 fois plus important qu'à l'origine, c'est l'aimant le plus puissant qu'on puisse mettre dans une montre. Voilà. On dirait une montre, mais c'est bien plus que ça. Un aussi petit aimant a-t-il vraiment ses chances face à une balle? Voici une balle de calibre 45.
Elle est en plomb. Donc, elle n'est pas attirée par un aimant, contrairement à du fer. Je dois donc fabriquer des balles en acier et les mettre dans ces douilles. D'aucuns diront que Adam déforme la réalité. Mais les méchants des James Bond pourraient très bien avoir des balles en acier perforantes. Où sont mes balles? Une seconde. Voilà. Et je t'en ai fait 20. Merci. De rien. Adam m'a fabriqué de jolies balles en acier. Mais comme ça, elles ne me serviront à rien. Je dois les mettre dans des douilles, avec de la poudre et une amorce pour qu'on puisse tirer avec. Pendant que Jamie fait mumuse avec ses babales, Adam dévoile la cible. Je suis très content. C'est splendide. C'est tout lui. Je crois que même James serait ravi. Mais avant que notre intrépide duo ne se rende au service secret de Sa Majesté, ils vont faire quelque chose rien que pour vos yeux. J'adore me déguiser en Bond. Pas Bond, Heinemann. James Heinemann. Allons-y. Une balle peut-elle faire exploser une bonbonne de propane? De quoi s'agit-il? C'est dans le dernier Bond, Casino Royale. Bond est encerclé par des méchants. Il n'a aucune issue. Quand il aperçoit une bonbonne de propane, il sort son arme et tire. Oui, il voit une bonbonne de 45 kilos à environ 6 mètres de lui. Il tire avec un 9 mm, le truc explose et il survit. Dans le film, notre agent secret est mal en point. Il repère une bonbonne de propane à 6 mètres de lui. Il prend son Walter P99 et tire, provoquant une énorme boule de feu qui lui permet de s'échapper. C'est une manœuvre classique dans les bandes. Mais est-ce vraiment une stratégie de fuite sur laquelle on peut compter? Bon, comment vous voulez tester Smith? On devrait commencer par prendre des bonbonnes vides et tirer dessus avec un 9 mm pour voir si ça peut les percer. Si ça ne marche pas, on prendra des armes de plus en plus grosses jusqu'à ce qu'on arrive à faire un trou dedans. Et une fois qu'on aura percé une bonbonne, on en remplira une de propane et on verra si ça explose. D'accord. Je crois qu'on va avoir besoin de beaucoup d'armes et de beaucoup de bonbonnes. L'équipe se rend sur le champ de tir d'Alameda. On ne plaisante pas avec ce genre de mythe. Les gars déchargent une bonbonne vide et installent des boucliers de protection. Après tout, ils veulent tous mourir un autre jour. De préférence pas aujourd'hui. Bon, c'est quoi le plan? Pour commencer, on doit vérifier qu'une balle peut pénétrer une bonbonne avant de la remplir de gaz. On devrait démarrer avec le 9 mm. C'est l'arme qu'utilise Bond dans le film. Parfait. C'est parti. Même Blofeld, le pire ennemi de Bond, n'aurait pu faire mieux. À 6 mètres de sa cible, Carrie tire avec le Walter P99. Même arme et même distance que dans le film. Par contre, le résultat est différent. On a donc commencé par le 9 mm. J'ai tiré plusieurs fois, mais rien à faire. Impossible de percer cette bonbonne. Notre fine équipe a-t-elle déjà écrasé ce mythe? On peut déjà dire que le mythe est bidon. Dans le film, Bond tire avec un 9 mm et il perce la bonbonne. Nous, on n'y est pas arrivé. Ça ne marchera pas. On a bien fait d'apporter tout notre arsenal de Mythbusters. En effet, parce qu'au vu du premier test, ça ne se présente pas très bien. Mais les Mythbusters ne partiront pas sans avoir vu une boule de feu. Alors, comme Bond au casino, Tori mise un peu plus gros et s'empare du fusil à pompe. Vous avez vu ce trou? Est-ce que la balle a traversé? Ah non! Pas tout à fait, mais presque. Oui. Mais presque ne suffit pas. Pour un gros boom bondesque, Carrie pense qu'il leur faut une arme capable de traverser la bonbonne de part en part. On va essayer avec une carabine 30-06. Je pense que ça pourrait produire une boule de feu si la balle pénètre la bonbonne et en ressort. En entrant, elle apportera de l'oxygène et en sortant,
Elle créera une étincelle. Carrie a la théorie et Grant a l'arme. Mais pas les répliques. Mon nom est Grant. Imahara. C'est quoi mon nom? Espérons que son tir est meilleur que son jeu d'acteur. Joli tir. Joli tir, Bond. Merci. La balle a perforé la bonbonne en 2 points, à l'avant et à l'arrière. Quelle est la conclusion pour Monsieur Bond et son Walter P99? On peut d'ores et déjà dire que le mythe est bidon. Le 9 mm utilisé par Bond n'a même pas percé la bonbonne. Oui, mais on a trouvé 2 armes qui l'ont pénétré. Le fusil et la carabine 30-06. Si on essayait maintenant de tirer sur des bonbonnes remplies de propane, pour voir si ça fait une grosse explosion. Ok, mais avant de commencer à jouer avec le feu, on pourrait retirer ses vêtements super inflammables? Oui, j'en ai marre de ce costume de pingouin. Ce n'est plus le moment de rigoler sur le champ de tir. Il manipule 83 litres de propane très inflammable, mais sous pression à plus de 16 bars. Même la bonbonne en acier a un permis de tuer. N'importe quel réservoir sous pression peut se transformer en fusée si on le perce. Celui-là est encore plus dangereux parce que le gaz sous pression est inflammable. C'est un scénario très risqué, alors ils fixent la bonbonne au sol et vont tirer d'une distance respectable. Ce qui serait sympa, c'est d'habiller Buster en James Bond, de le placer à 6 mètres et de voir ce qui lui arrive si ce truc explose. Il pourrait être brûlé. C'est très possible, parce que cette fois, Carrie va tirer sur une bonbonne remplie de gaz avec le fusil surpuissant. Le 30-06 risque de marcher, parce qu'on va utiliser des balles perforantes. C'est de l'acier enveloppé dans du plomb. Quand la balle va pénétrer dans la bonbonne, le plomb pourrait se détacher. Et quand l'acier touchera la paroi arrière en ressortant, ça pourrait créer une étincelle. Buster Bond n'est pas loin, et Carrie a son arme. Prête, Miss Moneypenny? Prête. Moneypenny n'a jamais porté ce genre d'arme. 3, 2, 1... Joli tir! Bravo! Merci. Au ralenti, les images montrent la balle perforante qui transperce la bonbonne comme si c'était du beurre. Mais sans l'explosion attendue. Super! Mais pas d'explosion. Non. Mais c'était en plein dans le mille. Le 30-06 n'a pas vraiment mis le feu. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Si j'étais un méchant, pas loin de cette bonbonne, et que Bond tirait dessus et la faisait exploser, je prendrais mes jambes à mon cou. Ce mythe est en mauvaise posture, mais notre équipe parviendra-t-elle à trouver l'arme absolue? Passons maintenant au mythe 003. On fait quoi maintenant? Ça va être dément. Tu te souviens de la poursuite en hors-bord dans le bayou de En vivre et laisser mourir? Oui, elle est géniale. Notre tâche consiste à reproduire une partie de cette cascade, plus particulièrement les sauts incroyables des hors-bords. Le but est de découvrir si les hors-bords qu'on voit dans le film sont capables de faire ces sauts et de continuer leur course intacte. En gros, on se concentre sur l'atterrissage pour voir si ça détruit le bateau. Exactement, tu as tout compris. La course-poursuite en hors-bord de Vivre et laisser mourir est sans doute la plus spectaculaire de l'histoire des Bonds. Poursuivi par les hommes de main de Mr. Big dans le bayou de Louisiane, 007 se retrouve piégé par une digue. Imperturbable, James Bond fonce vers la berge et son bateau fait un bond au-dessus d'un shérif stupéfait. Il atterrit sans encombre de l'autre côté et continue sa course. Mais ce mythe va-t-il se cracher à l'atterrissage? Jamie, quand tu étais capitaine dans les Caraïbes, tu as déjà fait un saut en bateau à moteur? J'en ai fait couler quelques-uns, mais pas sauter. Du coup, il vaut mieux pas qu'on se lance là-dedans sans précaution. On a intérêt à faire quelques tests à échelle réduite. Ça me paraît bien. Adam ne perd pas de temps et fabrique un mini bayou avec des planches et une bâche en plastique. Il faut que ce soit bien étanche, parce que si ça fuit, Jamie va péter les plombs. Et il vaut mieux éviter de mettre l'agent Heinemann en colère quand il a une poutrelle entre les mains. Facile.
La poutrelle va faire office de rampe. Maintenant que le bayou est fini, que prévoit Adam? Je vais me lancer en espérant que ça va marcher. Mais il va se rendre compte que le téléguidage, c'est plus difficile qu'on le croit. On n'est pas sorti de l'auberge. Non! Zut, il a foncé sur la caméra. Combien de fois tu comptes recommencer avant que je puisse essayer? Écoute, c'est toujours toi qui fais les téléguidages. Cette fois, c'est mon tour. Tu as eu plein d'occasions de faire tes calculs et de t'éclater. Alors laisse-moi tranquille et n'essaie même pas de me prendre ma place. Fiche-moi la paix, ok? Adam se concentre sur son bateau. Les conclusions de ce test seront essentielles pour l'essai en conditions réelles. Je sais ce que je recherche en faisant ce test. L'angle d'inclinaison de la rampe, la vitesse du bateau, la façon dont j'arrive à le contrôler. Mais il y a aussi tout un tas de choses à savoir que j'ignore. C'est pour ça que ces essais sont importants. Ce n'est pas tout à fait semblable aux conditions réelles. Mais ça devrait nous indiquer les problèmes qui pourraient survenir. La vache! Il découvre sans tarder que le problème majeur, c'est la maîtrise du bateau. S'il n'est pas pile en face de la rampe quand il l'atteint, c'est fichu. C'était pas mal. Si le bateau n'arrive pas pile en face, on risque de casser la coque ou d'abîmer le matériel. Il peut se passer plein de trucs. Notamment, le bateau peut se retourner s'il heurte la rampe de côté. Donc, ça va être compliqué. Bon, je crois qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur ce modèle réduit. Oui, il est temps de passer au test grandeur nature. On trouve un bateau et on fonce. Ça va pas être de la tarte. Et en plus, ce sera dangereux. Voilà ce qui va se passer. Ils vont guider un hors-bord lancé à vive allure vers une rampe immergée dans l'eau. Si par miracle, il arrive à effectuer le saut de 21 mètres au-dessus du ponton, sera-t-il toujours entier après l'atterrissage? On dirait vraiment le bateau de Vivre et Laisser Mourir. Il pourrait pas être plus ressemblant. Le hors-bord est presque une réplique exacte du Glastron GT150 de 73 que pilote James Bond dans le film. Mais il y a un hic. La compagnie d'assurance refuse que Jamie ou Adam pilotent le bateau durant la cascade. La seule solution, le téléguidage. Par le passé, pour des mythes comme la voiture fusée C'était complètement dément. ou le saut de Shérif Fais-moi peur, Oh la vache! c'est toujours Jamie qui a téléguidé les véhicules. Cette fois, c'est mon tour. Je vais téléguider ce bateau et je ferai peut-être monter Jamie dedans. Je le ferai foncer à toute allure, droit sur une clôture, comme il m'a fait un jour. C'est quoi ça? Sa vengeance en tête, Adam fait plusieurs branchements pour pouvoir contrôler l'accélérateur et le volant à distance. Je vais me servir du même module pour les deux. Ça, c'est un mécanisme de servo-commande très puissant et étanche. En gros, quand je ferai un mouvement sur ma télécommande, ça fera tourner cette pièce. La question est, le bateau obéira-t-il aux ordres de Adam? Ou va-t-il foncer droit dans le mur? La seule façon de le découvrir, c'est d'envoyer ce bateau dans les airs. Dans Vivre et Laisser Mourir, la montre magnétique de Bond lui sauve la vie plus d'une fois. Mais est-elle vraiment capable de faire dévier une balle? Armé d'une copie de la montre, de balles en acier et d'un bras en gel balistique, Jamie et Adam sont prêts à mettre ce mythe à l'épreuve. Et il n'y a qu'un endroit pour ça. Si on veut tester un mythe sur les armes, il faut aller dans un stand de tir. Ce mythe est fondé sur un tir d'une grande précision. Donc, pour éliminer toute éventualité d'erreur humaine, notre duo magnétique installe un système de tir à distance. C'est la première fois que je fais une mise en place en smoking. En fait, c'est la première fois que je porte un smoking. Mais ce n'est pas un costume de pingouin qui va ralentir nos Mythbusters. Grâce à la magie de l'accéléré, l'installation est prête en moins de 2. Adam nous explique comment ça va marcher, à grand renfort de haute technologie. Petite démonstration à l'aide d'un super fil d'agent secret. En temps normal, une balle tirée avec ce pistolet suit une trajectoire constante jusqu'à la cible. C'est-à-dire que chaque balle tirée de cette distance atteindra la cible exactement au même endroit. Mais si ce mythe est fondé, la balle en passant à côté de la montre devrait changer de trajectoire
et faire un autre trou dans la cible. Bonne théorie. Il ne reste plus qu'à la tester. Les 2 premiers tirs permettent de vérifier la trajectoire de la balle avant d'activer l'aimant. Effectivement, le point d'impact des 2 balles est le même dans la cible. C'est ce que je voulais voir. Exactement le même trou. Bon, on va activer la montre et voir s'il y a une différence. Souvenez-vous, la moindre différence dans le prochain essai sera due à l'aimant de la montre. Comme Solitaire dans Vivre et laisser mourir, il est temps de lire dans les lames du tarot le pouvoir de cet électroaimant. L'induction magnétique se mesure en Gauss. Le champ magnétique terrestre fait environ 1 demi-Gauss. Un aimant de frigo a une induction de 10 Gauss et un aimant de casse fait 10 000 Gauss. Qu'en est-il de la montre de James Bond? 575. Pas mal pour un aimant assez petit pour tenir dans une montre. On a pris le plus gros possible et on a augmenté la puissance de l'aimant. Le voltage est 5 fois plus important qu'à l'origine. Parfait. Jamie a trafiqué l'aimant autant qu'il le pouvait. Mais est-ce que ça suffira pour faire dévier la balle, comme dans Vivre et laisser mourir? Ok, test de la montre électromagnétique dans 3, 2, 1. En plein dans le mille. Exactement le même trou. La montre n'a eu aucun effet. On va vérifier en regardant le ralenti. La caméra à grande vitesse filme la balle à 6000 images par seconde au lieu de 24. Le ralenti confirme que la balle n'a pas dévié de sa trajectoire. Pour s'en assurer, Adam tire encore une fois avec la montre activée. 3, 2, 1. Encore dans le même trou. La balle atteint à nouveau la cible au même endroit. Le mythe est donc 0, nul. Conclusion, un électroaimant de la taille d'une montre ne peut pas faire dévier une balle. Bon, c'est clair et net. La montre électromagnétique n'a pas marché. Et impossible d'augmenter davantage la puissance d'un électroaimant de cette taille de façon à changer la trajectoire d'une balle. Mais on ne va pas s'arrêter là. Reproduire les circonstances, c'est notre première étape. Ensuite, on essaie de reproduire les résultats. Est-ce qu'un électroaimant plus gros pourra faire dévier notre balle? En matière d'électroaimant, est-ce que la taille compte? Il ne tient peut-être pas sur votre poignet, mais cet aimant a une induction de 3200 Gauss. On va maintenant tirer à côté de cet aimant ultra puissant. 3, 2, 1. Exactement dans le même trou. L'électroaimant n'a eu aucun effet sur la trajectoire. On va regarder le ralenti. Le ralenti confirme. Même un électroaimant de cette taille n'agit pas sur une balle. Tous nos tests aboutissent à la même conclusion. Toutes les balles qu'on a tirées ont atteint la cible exactement au même endroit. Peu importe l'aimant qui était à côté. Ce qui indique que rien de ce qu'on a fait n'a eu d'effet sur la trajectoire de nos balles. L'électroaimant ne suffit pas. Mais nos agents secrets n'ont pas dit leur dernier mot. Le mythe de la bonbonne de propane qui explose dans Casino Royale est donc faux. Le 9 mm de James Bond n'a pas pu percer la bonbonne. Avec un fusil et des balles perforantes, il y a eu un beau nuage de fumée, mais toujours pas d'explosion. Maintenant, Carrie a une idée lumineuse. Aucune arme classique ne marchera. Il nous faut quelque chose avec une flamme. Alors on va tenter les balles traçantes. Ça devrait être intéressant. Les balles traçantes ont un peu de phosphore incandescent à leur base. C'est ce qui les rend visibles à l'œil nu. Mais le phosphore se vaporise quand la balle traverse l'air. C'est tout de même le genre de balle que pourrait avoir un agent secret. J'imagine très bien James Bond posséder des balles spéciales avec lesquelles il pourrait charger son arme pour tirer sur un truc et le faire exploser. Bond pourrait avoir des balles traçantes. Mais Frank Tabor, le grand maître en armes, dit qu'il faudrait plus qu'un seul tir. Il faudra peut-être tirer 2 fois. Une fois pour percer la bonbonne et la deuxième pour mettre le feu à la boule de gaz. Il faut voir. Ouais. Les balles traçantes sont chargées. La première balle atteint la bonbonne et la perce. Un nuage de gaz inflammable s'en échappe. Tori tire une deuxième balle, puis une troisième, mais... J'y crois pas, aucune explosion. Oui, mais j'ai vu les balles traçantes s'allumer. La balle est entrée, elle a percé la bonbonne, elle aurait dû prendre feu, mais ça n'a pas marché.
Pour la 3e fois, le mythe, lui, explose. Aucune balle n'a été capable de faire un gros boom. Bon, j'ai eu ma dose de balles. On a même essayé les balles traçantes, c'est-à-dire des balles en feu, et ça n'a provoqué aucune explosion. Alors on va passer aux explosifs puissants, qui vont garantir une fin digne de James Bond à cette histoire. Pour être certain d'obtenir une explosion bondesque, ils font appel à leur vieil ami, le sergent J.D. Nelson. Il fixe un petit explosif sur la bonbonne et déroule la charge. Alors que Buster ne se trouve qu'à 6 mètres de la bonbonne, l'équipe se replie dans son repère anti-souffle. Qui a l'impression d'être un génie du mal? Bye bye 00 Buster. Aujourd'hui, une bonbonne de propane. Demain, le monde. C'est ton dernier martini, 003. 3, 2, 1... C'est la plus grosse boule de feu que j'ai jamais vue. C'était dément. Ça, c'est ce qu'on appelle une explosion. Souvenez-vous, tout ce que le sergent Nelson a ajouté, c'est un peu d'explosif pour percer la bonbonne et allumer le gaz. Le reste, c'était juste du propane. Et ça a complètement mis KO ce pauvre mannequin. Regardez, ça a fondu. Qui ramène le smoking à la boutique de location? Zut. Vous savez, Bond pourrait éliminer toute une armée de méchants avec une explosion pareille. Mais il mourrait aussi. Oui, il vaut mieux pas être dans les parages. C'est lui qui ressemble au méchant maintenant. Buster Bond a de la chance d'avoir encore sa tête. La bonbonne a volé en éclats. Regardez l'état de la bonbonne. Elle s'est complètement ouverte. C'est de la folie. Où est le haut? Il est tout là-bas. Mythbuster, la journée a-t-elle été bonne? Absolument. Fantastique. Je suis content. Si on s'en allait dans le soleil couchant. Vous savez, il nous reste encore quelques bonbonnes de propane. Et ils vont s'en servir, soyez-en sûrs. Ce mythe bondesque n'est pas terminé. Conduire un bateau sur la terre ferme ne garantit pas une fuite élégante, sauf si on s'appelle James Bond. Dans Vivre et laisser mourir, 007 fait sauter un hors-bord au-dessus d'une digue en Louisiane sans endommager le bateau à l'atterrissage. Mais les essais sur modèle réduit de Jamie et Adam ont d'ores et déjà posé quelques problèmes. C'est la malédiction de Miss Buster. On n'a toujours droit qu'à un seul essai en taille réelle. Et cette fois encore, c'est pareil. On tente le tout pour le tout. N'ayant rien à perdre, les Mythbusters se rendent sur le lac Yosemite pour un essai en taille réelle. On explore le lac afin de trouver l'endroit idéal pour notre rampe. On va la fabriquer avec un échafaudage. Et il faut l'installer à un endroit où c'est peu profond, entre 1,50 m et 2 mètres maximum. Sinon, ce sera trop difficile à construire. Le lac fait environ 5 mètres de profondeur, mais Adam a entendu parler d'une bande peu profonde. Il ne leur reste plus qu'à la trouver. Ah, on y est. Ici, ça fait... Ça fait combien? Il y a environ 3 mètres de fond. On se rapproche, il faut continuer par là. Comme dans n'importe quel James Bond, il faut beaucoup tâtonner avant de toucher le jackpot. Voilà, parfait. C'est ici. C'est très bien. Ça a l'air assez homogène. Il laisse une bouée pour marquer l'emplacement, puis retourne à la base où tout le monde s'attelle à la construction de la rampe. Ça ressemble à un simple échafaudage de peintre. Mais c'est en fait ni plus ni moins que notre rampe qu'on va construire dans le lac. En fait, on va monter la première partie ici, sur le ponton. Puis on ira à l'emplacement peu profond. On la mettra à l'eau et on finira de la construire sur place. On n'a encore jamais rien fait de pareil. Je pense que ça ne va pas être facile, mais je suis tout excité. Il en faut peu à Adam pour être enthousiaste. Mais il n'a pas tort.
C'est délicat car l'angle de la rampe sera décisif pour ce test. Jamie s'est penché sur les chiffres et il a calculé qu'à 70 km/h et avec un angle de 18 degrés, le bateau devrait faire un saut de plus de 20 mètres. Mais construire une rampe au milieu d'un lac, c'est pas évident. On va la pousser et se servir des cordes pour la stabiliser. Ok, Parfois, les idées les plus simples on y va. Tenez vos cordes. conduisent aux pires catastrophes. La base de la rampe est maintenant à l'envers, sous 2 mètres d'eau. L'équipe lutte et s'acharne pour remettre l'échafaudage à l'endroit. On a mis l'échafaudage à l'eau. Enfin, plus ou moins. L'idée semblait bonne au départ. On l'a juste poussé à l'eau, mais maintenant il est à l'envers et tout tordu. Mais bon, on va y arriver. Jamie a un gros rhume. C'est donc l'homme grenouille Savage qui se jette à l'eau pour guider les réparations. C'est un cours accéléré en plongée très compliqué. Tu t'en sors très bien. La vache, c'est super difficile. Tu dois suivre la structure. Tiens-toi et suis-la. Lentement mais sûrement, la rampe est montée. On fixe des points d'ancrage un peu partout avec des câbles pour qu'elle soit bien stable. Une fois que tout sera attaché, ça devrait être solide. Maintenant que la rampe a l'air de tenir debout, Adam retourne auprès de son bateau télécommandé. Souvenez-vous, en dehors du fait qu'il est téléguidé, c'est exactement le même que celui de Bond. Ça marche à la perfection. La réussite de ce test dépendra du pilotage de Adam. Il faut que le bateau arrive pile en face de la rampe à la vitesse voulue. On a beau faire ça souvent, je trouve ça toujours aussi génial. C'est éclatant de suivre un bateau fantôme qui fonce sur un lac à 70 km/h, ce qui est exactement la vitesse qu'on voulait atteindre. Je contrôle parfaitement le bateau. Il ne nous reste plus qu'à définir notre trajectoire, nous assurer que la rampe est solide et foncer. Les Mythbusters sont passés au niveau supérieur avec la montre magnétique de Mr. Bond. Mais les résultats n'ont pas été probants. Même un énorme électroaimant n'a pu faire dévier une balle en acier. Rien de ce qu'on a fait n'a eu d'effet sur la trajectoire de nos balles. Mais comme tout agent secret qui se respecte, Jamie a un plan B. Des aimants permanents très puissants. C'est un aimant de néodyme fer-bore, l'un des plus puissants aimants terre rares qui existent. C'est de la bombe. C'est peut-être la bombe qu'il leur faudra pour faire sauter ce mythe, parce que cet aimant a une induction de près de 5000 Gauss. Pas convaincu par le résultat du Gauss-mètre, Jamie nous donne une représentation visuelle de cette force d'induction. 160 kilos et quelques. Oui, plus 5, disons. Ça fait 165 kilos. Assez d'aimant comme aimant. Nos testeurs n'ont pas l'habitude de faire les choses à moitié. La balle ne passera pas à côté d'un seul, mais de 10 aimants ultra puissants. Chacun de ces aimants peut soulever 160 kilos. C'est comme si on ajoutait de la gravité à cette balle. Je pense que ça pourrait marcher. Demain ne meurt jamais. Pas plus que l'optimisme de Adam. Même Jamie est plutôt confiant. Je pense que ces aimants vont modifier la trajectoire de la balle et qu'elle va toucher le dernier aimant. Le trou dans la cible devrait être plus bas. 3, 2, 1. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, le trou est plus bas. Oui, le trou a l'air d'être un peu plus bas. Effectivement, le trou est légèrement plus bas. Mais l'aimant est intact. Pas la moindre égratignure. Zut! La dynamique est un truc très fort. Allons vérifier le ralenti. La balle descend et tourne même sur elle-même, mais elle continue néanmoins sa trajectoire. Encore une balle que Bond n'aura pu éviter, et ses chances de survie deviennent minces. On était vraiment pas loin. Il manque juste quelques aimants. J'ai une surprise pour toi. Ne bouge pas. Bon baiser de Adam. Même diamètre,
mais 3 fois plus épais. Comme ça, on dirait juste un bout de métal. Mais si je l'approchais de ce lampadaire, je pourrais y laisser ma main. C'est peut-être juste ce qui leur manquait pour que l'expérience réussisse. Ces 3 aimants supplémentaires donnent une induction magnétique totale de plus de 60 000 Gauss. Mais Adam veut que les résultats soient incontestables. J'ai aussi ajouté une bande adhésive blanche sur tous les aimants. Si la balle dévie assez de sa trajectoire pour toucher quelque chose sur son passage, elle laissera une trace. Adam ne laisse décidément rien au hasard. Dernier test pour voir si un champ magnétique peut dévier la trajectoire d'une balle. C'était horrible. Savage n'est pas Sean Connery, mais son gadget aurait-il plu à Q? La bande adhésive est arrachée. Tu as touché l'aimant. On dirait bien, oui. La balle a carrément glissé sur l'aimant. Et ce sont les 3 gros aimants qui ont fait la différence. Regarde, la balle rebondit dessus et le trou est plus haut. Il aura donc fallu 13 aimants super puissants pour modifier la trajectoire de la balle. À ce niveau-là, la balle a touché l'aimant, puis elle a rebondi dessus et elle a percé la cible plus haut que les autres balles. Alors, quel est le verdict des agents Heinemann et Savage? Bon, c'est quoi la conclusion? Ce gadget d'espion suppose qu'on peut maîtriser la force dynamique par la force magnétique. Or, même si on a pu rassembler assez d'aimants pour modifier la trajectoire de la balle, on était loin de pouvoir l'arrêter. Sans compter que notre gadget ne se porte pas vraiment au poignet. Oui, et si on voulait faire ça avec un électroaimant, il devrait être tellement puissant qu'il faudrait un petit réacteur nucléaire dans la montre pour le faire fonctionner. Absolument. Ce mythe est bidon. Notre travail est terminé. Si on allait boire un petit martini, James. Tu préfères tes martinis au shaker ou à la cuillère? Aucune idée, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Mythe, bidon. Les Mythbusters ont fait chou blanc avec le mythe selon lequel 007 peut faire exploser une bonbonne de propane avec son 9 mm. On a tiré 2 fois et on n'a pas pu le percer. Il a fallu rien moins que des explosifs pour créer un souffle digne de Bond. C'est la plus grosse boule de feu que j'ai jamais vue. Mais une énorme boule de feu, ça ne suffit pas pour les Mythbusters. Je parie que vous avez cru que c'était fini quand on a fait sauter la bonbonne, pas vrai? C'était une explosion hallucinante. Mais il y a un truc qui me chiffonne. On a utilisé des explosifs pour y arriver, alors que Bond se sert juste de son pistolet. Mais les fans vont nous reprocher de ne pas avoir essayé avec des munitions incendiaires. Je te rappelle qu'elles sont illégales en Californie. Je parie que dans le repère secret de Jamie, c'est pas illégal. Ouais, allons-y. Comme Adam l'a appris, l'emplacement du repère de Jamie est strictement confidentiel. On est où? On est ici. Et c'est l'endroit idéal pour un massacre à la mitrailleuse. On a tiré sur nos bonbonnes de propane avec 3 sortes d'armes et avec des balles traçantes sans résultat. Mais nos amis de... nous laissent utiliser leur mitrailleuse Gatling avec des balles incendiaires et une bonbonne de propane bien plus grosse. Les balles incendiaires ont un pouvoir incendiaire bien plus important que toutes les balles qu'ils ont essayées jusqu'à présent. Elles contiennent une petite charge de produits chimiques inflammables qui brûlent à très haute température. Et la mitrailleuse devrait aussi être un plus. La mitrailleuse Gatling tire 50 balles à la seconde. 50 balles. Ça fait beaucoup. Je pense qu'on devrait faire exploser cette bonbonne. Elle n'a aucune chance. Espérons-le, Tori, parce que c'est le dernier essai du mythe Casino Royale. Bonbonne de propane avec balle incendiaire. C'est parti. 3, 2, 1... C'était fabuleux. Ne dites pas jamais, plus jamais. Dès la première rafale, la bonbonne de propane s'enflamme. C'était cool. On a enfin trouvé une arme et des balles capables de faire flamber une bonbonne de propane. Le hic, c'est que l'arme est une mitrailleuse qui tire des milliers de balles par minute et les balles sont des balles incendiaires. Ce n'est pas ce qu'a James Bond. Donc, le mythe est bidon. Mais ils l'ont prouvé en beauté.
Il y a bien longtemps, dans notre spécial méga-film, Jamie et Adam ont fait un saut héroïque. Ils voulaient savoir si une voiture pouvait s'envoler et être intacte à l'atterrissage. La réponse fut un non catégorique. Aujourd'hui, dans le dernier test de ce spécial James Bond, nos agents de destruction remettent ça. La rampe a été remplacée par un échafaudage, la route par de l'eau et la voiture par un hors-bord. Il s'agit de découvrir si un bateau peut faire un saut et survivre à l'atterrissage. S'il explose en touchant l'eau, on a un problème. Dans le film, le bateau continue tranquillement sa course. Et ce bateau n'aura pas de seconde chance. Adam doit réussir du premier coup. On approche de leur hache. Et s'il y a bien une chose qui illustre James Bond, c'est de faire des trucs insensés en smoking. Je suis donc complètement dans le personnage. Buster Bond a l'air d'avoir bu un martini de trop. C'est une scène habituelle après un mariage. Mais on ne peut pas en vouloir aux mannequins d'avoir forcé sur l'alcool. Les risques que les choses se passent terriblement mal sont terriblement élevés. La pire chose qui pourrait se produire, ce serait qu'au moment où le bateau arrive sur la rampe, les rails s'écartent comme ça et qu'ils jouent les déchiqueteuses avec la coque. C'est peut-être le moment de mentionner que lors du tournage de Vivre et laisser mourir, l'équipe de cascadeurs a détruit 17 bateaux et a fait une centaine d'essais avant d'aboutir à ce saut. J'ai une grosse pression sur les épaules. Ça fait 3 jours qu'on prépare ce saut. Si je me loupe, ce sera 3 jours de perdu. Le stress commence à monter. Mais c'est un bon stress. Je le sens bien. Je pense que je vais arriver pile en face de la rampe, que le bateau va décoller et atterrir tout en douceur de l'autre côté. Je suis plutôt optimiste. Ma position est bonne, tout est nickel. Comment tu le sens, Jamie? Je le sens bien. Oui, parce que t'as la pression cette fois. Ouais. Bonne chance. Merci. Souvenez-vous, le but du jeu, c'est que le bateau soit toujours en état de marche à l'arrivée. Alors, accrochez-vous à votre béret, le spectacle va commencer. Adam fait monter le hors-bord à 70 km/h. Il doit arriver pile en face de la rampe. Et à cette vitesse, c'est un peu comme passer un fil dans le chat d'une aiguille. Par miracle, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais au dernier moment, un problème inattendu surgit. Il est passé par-dessus la voiture. La vache. Ça a plutôt bien marché. Le bateau est sans doute encore utilisable. Malgré l'optimisme de Jamie, ce test n'est pas franchement une réussite. On ne peut pas dire que le bateau ait continué sa course vers le soleil couchant. Que s'est-il donc passé? En gros, on était juste derrière notre bateau téléguidé, pile dans son sillon. Mais on a dévié du sillon, on a quitté la trajectoire et du coup, j'ai perdu ma cible. En fait, je suis content que le bateau ait atteint la rampe. Vu que pendant 3 ou 4 secondes, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Rappelez-vous, Adam était censé amener le bateau pile en face de la rampe pour le faire décoller et atterrir de l'autre côté. Ainsi, les Mythbusters auraient pu contrôler son état à l'arrivée, intact ou la coque brisée en 1000 morceaux. Malheureusement, à cause de la perte de contrôle de Adam au dernier moment, le bateau s'est retourné et la possibilité de vérifier ce mythe est tombée à l'eau. Bon, c'est pas exactement ce qu'on espérait, mais la coque est intacte. Je l'ai examinée attentivement, elle est comme neuve. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir faire ce saut et survivre. Bien que le bateau ait dévié de sa trajectoire, peut-on apporter une conclusion à ce mythe? Je pense que c'est plausible. Le bateau a tenu le coup. Il a fait un saut périlleux un peu bizarre, mais il aurait pu atterrir sans problème. Il est passé au-dessus de la voiture, en tout cas. C'est vrai. Étant donné ce qu'on a pu constater, je dirais aussi que ce mythe est plausible. Allez, on va essayer de sortir ce bateau de l'eau. Oui, il faudra qu'on s'entraîne un peu plus la prochaine fois. En attendant la prochaine fois, mythe plausible.